Bonjour chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans Était une fois le cinéma, votre podcast qui parle de cinéma et rien d'autre que de cinéma. Et aujourd'hui nous allons parler de Cry Macho, réalisé par Clint Eastwood, sorti le 10 novembre 2021 en France et arrivé le 17 septembre 2021 aux États-Unis au cinéma et sur HBO Max, ce qui a fait que le film est quand même pas mal sorti déjà sur les internets. Il a été déjà piraté depuis un petit moment, donc beaucoup de gens ont pu déjà voir le film et les critiques n'ont pas forcément non plus été tendres avec ce film, autant que celles qui sont sur YouTube, que papier ou même on va dire les avis globaux des gens, disant que c'est un film très moyen de Clint Eastwood. Et qu'est-ce que j'en ai pensé ? Je vais vous le dire après le synopsis. Mike Milo est une ancienne star de rodéo, devenu éleveur de chevaux au Texas après une grave blessure. En 79, il est recontacté par son ancien patron Howard Polk. Ce dernier lui demande un service. Aller au Mexique pour ramener son fils, Raphaël, qui vit là-bas avec sa mère alcoolique et pas vraiment la plus tendre du monde. Et une très belle histoire va se lier entre le vieil homme et le jeune homme. Du coup, qu'est-ce qu'on a pensé de ce nouveau Clint Eastwood ? Et perso, moi j'ai passé un assez bon moment derrière ce film. Je l'avais déjà regardé un petit peu de manière un petit peu pas très légale, je l'avoue. Mais bon, arrêtez de faire les mijaurés, hein. Je sais qu'il y a plein de gens qui l'ont pas regardé légalement avant de le regarder en salle. Moi perso, je suis allé le revoir en salle et c'est vraiment en salle que j'ai pleinement apprécié le film. Alors en soi, même si on est sur aujourd'hui du néo-western et que certains ont comparé beaucoup le film à Impitoyable dans sa forme, justement ce côté quelque part de la rédemption, justement ce personnage un peu mythique du cow-boy, justement parce qu'il a joué de cow-boy depuis Impitoyable, donc ça fait depuis 92, donc là on se rapproche depuis presque 30 ans parce que je suis presque aussi vieux que le film, et du coup c'est très intéressant. Moi je ne situerais pas ce film, même si c'est un néo-western, je situerais ce film vers une autre direction de sa filmographie qui est quand même, je trouve, beaucoup plus proche de La Route de Madison et de Gran Torino, où justement on a cet aspect d'un homme et un vieil homme, un jeune homme et un vieil homme justement, qui vont se lier d'amitié justement malgré les adversités et justement les épreuves qu'ils vont devoir amener. Et clairement on est sur un film qui certes beaucoup va rappeler quand même Gran Torino, hein, parce que bon on a quand même à peu près, sauf que là on passe d'une communauté asiatique à une communauté mexicaine, et justement c'est très intéressant de voir à quel point cette thématique presque du Mexique est toujours dans la continuité de ce qu'a fait Clint Eastwood avec La Mule, parce que La Mule justement il parle beaucoup des cartels, surtout que c'était à l'époque en 2018, surtout dans les années Trump, où justement c'était une grosse question, la notion du Mexique, et justement il est à nouveau sur cette continuité. À plus de 90 ans, il nous sort ce film, justement, il nous amène au Mexique, où je pense qu'il nous corrige, même si bon, il y a quelques truands et tout ça, je trouve qu'il a c'est un de ses films, je trouve les plus romantiques. Alors certes, un de ses plus romantiques, et j'ai vu beaucoup de gens s'en dérouter, surtout que ça déroute dans la mise en scène. Alors c'est vrai que aujourd'hui, on n'est plus habitué à voir des gros fondus au noir, même un petit peu ingrats, comme ça pouvait se faire dans certains films des années 60, 70, même 50, hein, où on passait d'une scène à une autre via un bon fondu en noir. Là, c'est vrai que ça déroute énormément, et que même on a l'impression que c'est même un peu ingrat. Le mec il s'endort, il fait un fondu, et derrière, voilà, tac. Alors qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus une science, on va dire, du cut. C'est vrai que dans le montage, on est sur quelque chose que certains indéfinissent, que je trouve un peu injuste, de téléfilm. Alors c'est vrai que certains parties pris de montage sont un peu ingrats, mais globalement je trouve que, notamment sur la fin, je trouve qu'il y a une petite montée qui est très intéressante, et qu'on a vraiment pointé ça sur une chose en termes de montage, c'est vraiment la mise en scène pour amener le romantisme. Et justement on a quand même, je trouve, là où je trouvais par exemple dans La Mule les phases un peu romantiques avec son ex-femme marchait, mais je trouve qu'il n'y avait pas cette alchimie, il n'y avait pas ce côté flamme engagée de l'amour ou dévore du regard. Avec Natalia Traven, je crois que ça s'appelle, qui joue le personnage de Martha, justement, qui est un personnage ultra touchant, mais vraiment magnifique, justement, où tout ce côté, on va dire, proche de sa famille, aimante, et quelque part qui juste montre l'amour qu'elle porte au personnage de Mike, joué par Clint Eastwood, mais ça se fait d'un regard, mais ça se voit, comment elle le dévore du regard, qu'on sent qu'il y a une palpation amoureuse, comme il pouvait y avoir dans
comme il pouvait y avoir sur la route de Madison, qui est justement son film peut-être le plus romantique qu'il a fait, bah clairement, je trouve qu'entre les deux, il y a tellement une belle alchimie qu'on est vraiment sur un film presque à l'amour, et sur la complexité justement des rapports amoureux, justement entre un couple brisé, justement un fils qui est quelque part en quête d'amour de sa famille, quelqu'un qui puisse aimer et qu'il puisse considérer comme un père ou comme une mère, tout simplement, qui pourra l'avoir avec Martha quand ils logeront chez elle. Et justement, je trouve ça terriblement magnifique parce que c'est superbe l'aspect de la relation humaine que Clint Eastwood arrive à donner avec ses personnages, et je dis juste bravo. Bravo, parce que c'est juste magnifique. Et c'est Clint Eastwood, on le connaît quand même depuis quand même toutes ces années de carrière, c'est quelqu'un qui est très très fort. Et juste sur ce détail, je trouve que beaucoup de gens sont peut-être passés à côté du film, où justement ils ont plus accentué le côté western. Moi, si je vais vous dire, si je veux regarder un très bon western, moi je vais me diriger plutôt du côté de Comancheria, justement, que je vous conseille vivement, qui est l'histoire quand même de deux frères braqueurs qui vont faire des braquages pour pouvoir récupérer la maison familiale. Là, on est sur vraiment du néo-western, quelque chose de très beau, de très tendre, et à la fois très violent dans l'aspect western contemporain, comme on peut l'appeler aujourd'hui, puisque le néo-western, on peut définir ça aussi presque comme du western contemporain aujourd'hui. Et bah clairement, moi, c'est pas un western. Pour moi, même s'il a la surface d'un western et des thématiques justement du cowboy et tout le tintouin, on a quand même Clint Eastwood qui est vraiment une histoire d'amour, et c'est ça que je mets beaucoup plus en accent sur ce film. C'est un film sur l'amour et sur la construction des personnages. Après, clairement, c'est vrai que ça va pas dans ce que Clint Eastwood nous a amené ces dernières années. On est beaucoup plus sur, même, toujours certes, sur la création des mythes héros américains, quelque chose qui fait quand même depuis pas mal d'années. On l'a vu avec Sully, on a vu par le train pour Paris, oui j'abrège le nom, mais clairement on est sur Mystique aussi avec American Sniper, bien sûr. On a la mystification, la construction, déconstruction même des fois de beaucoup de héros américains, et là je trouve que ça fait du bien parce qu'on est vraiment sur un héros américain quelque part qui est vraiment perte d'amour, et ça fait, je pense, depuis Gran Torino qu'il nous a pas fait une œuvre justement avec l'amour vraiment en point central quelque part. Et certes il joue le cowboy avec Clint, et je pense que ça l'éclate de revenir un petit peu à ses sources, mais en tout cas je trouve que c'est un film avec des thématiques qui sont très importantes et qui malheureusement sont des fois un peu mis de côté par la critique, et je trouve ça vraiment dommage. Mais du coup, moi, si j'ai un truc vraiment à critiquer, c'est la photographie. La photographie que je trouve vraiment beaucoup moins intéressante que dans ces films, on va dire, c'est vraiment ces films précédents. Je pensais vraiment qu'il allait continuer avec Yves Bélanger, qui est le chef opérateur de Xavier Dolan, notamment je crois sur Lawrence Anyway, celui de Marc Vallée sur Wide aussi, sur Démolition, que je vous conseille vivement, des films très sympathiques que je vous conseille aussi, et qui avait été le chef-op de Clint Eastwood sur La Mule et sur le cas Richard Zewell. Et à côté, on avait bien sûr... On avait son chef opérateur Tom Stern, qui est peut-être pour moi un des très bons chefs-op. Je trouve qu'il sait mettre une photographie à la fois très simple et efficace, vraiment un petit peu un chef-op à l'ancienne, qui fait pas vraiment du style, mais justement pour amener une photographie très élégante avec peu de choses et vraiment juste du détail qui est très minutieux. Et malheureusement la photographie, et j'ai entendu personne parler de ça, mais les gens, vous faites quoi comme travail de critique? C'est ça la critique pour vous? Non mais les gens, je vais vous dire une chose, moi ce qui me dérange énormément, c'est quand même qu'il y a Ben Davis qui est à la photographie. Pour ceux qui savent pas, Ben Davis, Ben Davis c'est quand même le chef-op de Matthew Vaughn sur Stardust, je crois, sur Kick-Ass notamment aussi, et après derrière qui a fait quand même pas les films meilleurs, c'est-à-dire quand même des Marvel. Moi je trouve que c'est un chef-op un peu feignant, je trouve, qui a pas vraiment une patte vraiment définie. Après moi j'aime bien les chefs-op, même ceux qui sont un peu plus caméléons, je trouve qu'il y a quand même certains chefs-op qui ont une patte. Alors Ben Davis, je trouve que c'est le chef-op, moi je sais pas où est son style, donc les gens, si vous avez des idées à me dire pourquoi Ben Davis est un bon chef opérateur, appelez-moi. Moi je trouve que même sur, je sais plus sur quel prix il avait eu, sur Free Billboard, où justement je trouve que c'est vraiment pas un bon chef opérateur. Le mec il y a pas une patte, il y a rien, il n'exprime rien dans sa photographie, et je trouve que ça sent justement envie de Clint Eastwood, parce que La Mule justement je trouve avait vraiment changé de facteur en changeant de chef-op,
même s'il y a toujours le côté quand même beaucoup de plans steadicam qui se fait que Clint Eastwood aime beaucoup faire pour amener sa fluidité justement dans la narration, du fait qu'on s'ennuie jamais, toujours un petit peu de mouvement, des plans fixes très westerniens pour montrer l'espace, justement la convivialité des personnages, quelque chose qu'il maîtrise très bien et que je trouve dans La Mule était très bien fait, et sur le cas Richard Sewell, je trouvais ça génial. Après, je sais pas si c'est des horaires de planning parce que Yves Bélanger était peut-être sur un autre film et tout le tintouin, mais en tout cas, je trouve ça vraiment dommage qu'on n'a pas ce chef opérateur qui s'inscrive évidemment à Clint Eastwood sur quelque chose justement là où je me dis, là où Bélanger aurait pu faire quelque chose de vraiment plus exceptionnel avec ce film, avec Cry Macho. Du coup, je suis vraiment beaucoup déçu de toute cette photographie que je trouve vraiment feignante, même si il y a quelques éclats, hein, il y a vraiment des beaux plans, et après bon, c'est Clint Eastwood aussi qui gère la baraque, et donc derrière, franchement, si c'est moche, il y a de quoi péter un câble, parce que après Clint Eastwood, vous connaissez comment il travaille, hein. Bon, pour ceux qui savent pas, je vais l'expliquer. C'est un mec qui ne supporte pas que ça s'arrête. En fait, c'est un mec qui respecte constamment le travail et qui du coup doit aller tout le temps de l'avant. Et notamment, ça se voit par exemple sur American Sniper avec le coup du bébé. Il devait attendre avec. Je vous conseille un très bon documentaire qui était sorti sur Arte où il explique justement qu'ils attendaient un bébé et justement qu'il a fait on n'a pas le temps, tiens prends ça et fais comme si c'était le bébé. Et du coup, je sais pas s'ils avaient un bébé en plastique ou autre chose. Et du coup, derrière, ça se voyait un petit peu qu'il n'y avait pas de bébé. Et clairement, c'est des trucs comme ça, mais c'est une mécanique de travail parce que Clint Eastwood est aussi très connu justement pour finir ses tournages en avance. C'est pas un mec qui va finir avec 5-6 semaines de retard comme certains. Lui, il va vraiment finir son planning à l'heure, même des fois en avance. Et après, bon, c'est un peu dans sa philosophie de vie. Clint Eastwood, certains on le définit comme juste un fachoréaque et tout ça. Coucou pour les abrutis qui croient ça. Clint Eastwood, c'est quelqu'un qui a un excellent paradoxe, c'est un homme qui est extraordinaire. Je vous conseille de lire les différentes biographies qu'il y a sur lui, qui sont vraiment, je trouve, très intéressantes et qui montrent à quel point c'est un homme qui a un véritable paradoxe humain et que je trouve qui à la fois est très radical, mais à la fois d'une profonde humanité. Et ça, j'adore, et c'est ce que j'adore chez lui. Et justement, ce film, je suis très content qu'il ait pu le sortir, parce que justement, ça montre qu'à 91 ans, qu'il peut enfin faire de la performance, même si bon, la performance est un peu dénuée, parce qu'il a quand même 90 balais, il va pas nous taper le sprint de l'année, mais qu'il fasse quand même quelques performances à cheval et tout le tintouin, je trouve que le jeu d'acteur est quand même très bien mené. Du coup, le casting, c'est très important le casting sur cette émission. Clint Eastwood fait clairement le taf. Moi, j'étais très étonné par Eduardo Minette qui joue Raphaël Rofopolk, dont je trouve la prestation quand même très sympathique. Je trouve qu'il a vraiment un jeu assez simple. Après, c'est très souvent très minimaliste chez Clint Eastwood pour amener vraiment l'émotion au fur et à mesure, et quand ça monte là, et bah derrière, je trouve qu'il se débrouille vraiment très bien dans l'univers eastwoodien. On va essayer d'inventer le mot eastwoodien. Après derrière, tous les personnages sont plutôt bien joués. Je pense à Dwight Holligan qui joue Howard, qui a un petit rôle qui est pas vraiment, même si c'est le point central de l'histoire, parce que c'est lui qui va l'envoyer, bah, il fait une très bonne performance. Je pense à Natalie Travon qui joue le personnage de Martha, qui est très bonne. Et justement, moi, petit moment émoustillant, parce que bon, Clint Eastwood aime bien les petits moments un peu caliente, et ça, j'adore ça chez lui. Justement, avec Fernanda Urrejola, qui est une actrice chilienne qui joue la mère du jeune homme. Du coup, bah forcément, c'est très émoustillant, très sympa, et c'est tout ce qu'il faut. C'est ce qu'on demande d'un film de Clint Eastwood. Alors certes, ça va être, je pense, dans les prochaines années, ça va pas être le film le plus important de la carrière de Clint Eastwood. Je pense que le cas Richard Jewell est largement au-dessus dans l'impact qu'il a eu sur la critique des médias qu'il a fait, et La Mule pour moi est largement au-dessus des autres. Pour l'instant, moi par exemple, j'étais beaucoup moins fan de tout ce qu'il avait fait avant, c'est-à-dire le truc sur le train, Sully, j'étais vraiment pas fan. American Sniper, j'avais trouvé ça sympathique dans sa, on va dire, je trouvais ça subtil, c'est-à-dire même si certains diraient ça glorifie l'Amérique, non, justement ça te montre toutes les arrois de ces hommes. Et c'est ça qui en fait des films très intéressants. Après la décennie 2010 de Clint Eastwood, je trouve qu'elle est intéressante pour certains points. Par exemple, j'étais beaucoup plus fan de Jersey Boy, aussi du cas J. Edgar, que j'avais trouvé très sympathique. Donc clairement, on est sur une filmographie. J'attends de voir ce que en 2020, enfin sur les années 2020, va nous apporter Clint Eastwood.
Mais en tout cas, moi ça me fait un peu peur parce que le film apparemment n'a pas l'air de marcher tant que ça. On n'est pas sur un gros succès box-office. Là où par exemple, si on prend par exemple malheureusement les 4 derniers, on va dire, allez on va partir sur les 4. On va pas prendre sur liste, c'était un budget de 60 millions pour 240 millions de recettes. Du coup, derrière, il a enchaîné avec le 15h17 pour Paris. Oui, le titre, j'arrive jamais à le retenir. C'est surtout l'heure qui me gêne. 15h17. Du coup, 30 millions de dollars pour 57 millions. Après, derrière, il y a La Mule, où là, c'est quand même... il a triplé sa mise de départ en termes de chiffres recettes. Il avait un budget de 50 millions. Et il a réussi au box-office 174 millions de dollars, ce qui était quand même un joli succès. Par contre, le cas Richard Zewell a perdu 2 millions de dollars, ce que je trouve vraiment dommage parce que clairement, c'était pour moi un de ses films les plus forts de cette décennie 2010. En tout cas, moi j'ai peur parce que, en tout cas, même s'il a fait 4 millions apparemment pour l'instant au box-office aux États-Unis, après je sais pas du tout ce que ça donnait on n'a pas les chiffres de HBO Max, du coup, on sait pas du coup si le film a vraiment marché en termes de views aux États-Unis. En France, je crois que le Clint Eastwood a vraiment eu du mal à démarrer. Donc à voir ce que ça va donner sur l'avenir, et parce que c'est quand même un budget de 33 millions de dollars, parce que Clint Eastwood, même s'il n'est pas sur du blockbuster, c'est quand même un homme qui a besoin de travailler avec un budget confortable. Il a toujours besoin de ces budgets, moi, que je définis aujourd'hui comme moyens. Parce que 60-50 millions de dollars, on va dire, hein, excusez-moi les gens, on est clairement, même si on a une inflation aujourd'hui qui est dingue, comparé à certains budgets d'une époque, bah clairement c'est des budgets moyens, on va dire, aujourd'hui. Quand tu sais qu'aujourd'hui les films les plus chers coûtent dans les 300-200 millions de dollars, 60 millions c'est des films, on va dire, moyenne gamme, entrée de moyenne gamme au vu de ce qui se... Enfin, pas moyenne gamme en termes de qualité, mais en termes d'entrée de prix. Donc du coup, c'est quand même très intéressant de voir que Clint Eastwood a quand même besoin de confort. Alors qu'aujourd'hui, maintenant, le problème d'une industrie qui, aujourd'hui, délaisse beaucoup ces films du milieu, comme je les appelle, au profit de... Merde. De soit des très gros budgets à 250 millions de patates, ou à côté, justement, des budgets ultra dérisoires. Par exemple, je pense par exemple à tous ces films d'horreur faits par la boîte de production Blumhouse, qui sont des films qui sont faits avec 3 francs 6 sous, hein, parce qu'honnêtement, quand je dis 3 francs 6 sous, c'est exagéré. Mais c'est des films qui sont faits à 2-3 millions de dollars, des fois même pas plus. Et ça se ressent dans la mise en scène, dans les effets de style et plein de choses. Et je prends souvent cette phrase d'Alexandre Aja, qui disait aussi à une époque, quand il faisait des films d'horreur, les mecs ils avaient au moins des budgets, on va dire, entre 8-7 millions de dollars, ce qui était pas mal pour faire un film d'horreur. Aujourd'hui, maintenant que Blumhouse est arrivé, il y a comme en Nickel Game, ils font des films à 1 million de dollars, 2 millions de dollars. Donc je trouve alarmant parce que les gens ont besoin, je pense que les réalisateurs ont besoin quand même des budgets de confort pour pouvoir travailler dans les meilleures conditions et vraiment permettre aux réalisateurs de travailler le mieux possible. Je pense que si tu es tout le temps dans l'économie, c'est un truc qui aide absolument pas. Et justement parce que à un moment tu as besoin de budget pour des trucs efficaces. En tout cas les gens, j'espère que vous avez aimé cette petite critique, on va dire, bon, la partie sur 18 minutes, ce qui est quand même relativement pas mal. Donc du coup, dites-moi ce que vous en avez pensé, parce qu'il y a un petit détail aussi avant de partir, c'est que je n'ai pas trouvé la musique exceptionnelle. Voilà, ça me fait un peu chier. Je préfère quand Clint Eastwood fait la musique, parce qu'au moins je trouve que ça marche globalement mieux. Enfin voilà, c'était le dernier petit détail, un peu musique, mais voilà, c'est ce que je viens d'y penser. En tout cas, pensez à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit like si vous avez aimé cette critique, mettre un dislike si vous n'êtes pas d'accord, parce qu'en soi, on n'est pas tous du même avis. Et en tout cas, un petit commentaire, à vous abonner, et partager la vidéo sur les réseaux sociaux si vous voulez, parce que le consentement avant tous les gens. Et je vous dis donc à la prochaine. Ciao.